sur la cabane autonome. Salut. Aujourd'hui on est à l'intérieur, il fait un peu de vent dehors et donc même si c'est l'été on est à l'intérieur et on fait cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour démarrer en autonomie ou préparer son autonomie future si on est dans une maison ou dans un appartement. Ça te va comme présentation? Ça va, ça va. Donc on va commencer déjà par le premier conseil qu'on aurait à donner. Ça serait de définir son confort de vie et d'essayer de vivre comme tel. Qu'est-ce que j'entends par là d'après toi, Eric? Faut essayer de définir le confort minimum acceptable pour vous. Parce qu'autrement, ça ne va pas être possible dans une vie en autonomie. Si par exemple vous n'êtes pas capable de supporter moins d'électricité, moins d'eau chaude, des choses comme ça. Moins d'eau tout simplement. Oui, voilà. Ou moins d'eau. Voilà, apprendre à gérer son confort de vie qu'on veut s'y mettre. Ça peut paraître vraiment tout con, mais en s'y conformant, on peut voir déjà un mécanisme. Voilà, puis ça va définir aussi tout ce que vous allez devoir mettre en place pour votre confort. Donc ensuite, du coup, avec le confort, on va parler un petit peu d'argent. Et donc, au niveau de l'argent, c'est apprendre à gérer son argent. Qu'est-ce qu'on entend par apprendre à gérer son argent, Eric? Déjà, par exemple, savoir définir son budget et s'y tenir. Et puis, voir déjà si votre budget est viable ou s'il va falloir le diminuer, le restreindre. On en vient aussi à un autre point qui est apprendre à cuisiner aussi les matières premières. Parce qu'en cuisinant du coup les matières premières, vous allez faire des économies. C'est-à-dire que même plutôt que d'aller au restaurant, vous achetez des bons petits plats que vous faites vous-même à la maison, qui ne sont pas de nature de tous les jours, et vous allez faire également des économies. Donc il faut cuisiner aussi à base de matières premières. Ça vous fera faire d'énormes économies tout au long du mois. Ouais, et sur plusieurs... Tout à fait, les matières premières, c'est... si on prend les fruits, légumes, les céréales, même en bio, ça tourne autour de 3 €, 4 € grand maximum le kilo. Maintenant, si vous mangez des plats préparés, ça va être minimum 10 € le kilo, voire 20 €. Donc plus vous mangez quelque chose qui est préparé, plus vous mangez à l'extérieur, plus en fait le budget alimentation est conséquent, quoi. Et vous pouvez aller très très facilement, si vous mangez souvent dehors ou des plats préparés, vous pouvez très rapidement aller vers 600 € de budget nourriture par personne. Donc pour ça, vous pouvez également aussi vous rapprocher des agriculteurs locaux et des éleveurs locaux qui font du coup de la viande et des fruits et légumes. Et avec ça, parce qu'en général, ils coûtent quand même moins cher, si vous achetez en grosse quantité, déjà vous auriez des tarifs. Et ça va vous permettre, pour une autre astuce, d'apprendre aussi les méthodes de conservation. Parce qu'une vie en autonomie, c'est aussi également apprendre des méthodes de conservation. Il y en a plusieurs, là on fera certainement des vidéos là-dessus, mais là on n'a pas forcément le temps. Mais il y a plusieurs méthodes de conservation, donc renseignez-vous là-dessus et mettez-les en pratique. Voilà ça, et en plus vous pouvez même vous entraîner si vous êtes encore en appartement, ou si vous n'avez pas de terrain, voilà, si vous n'avez pas possibilité de production de fruits et légumes, vous pouvez par exemple déjà faire du séchage. Il y a des petits séchoirs, il existe des petits séchoirs à ventilation avec une petite résistance, là, parce que ça marche très bien, ça prend pas beaucoup de place, voilà, donc vous pouvez déjà faire du séchage par exemple. Voilà, il y a plein de méthodes déjà à mettre en place, la lactofermentation, tout ça, mais on y reviendra dans d'autres vidéos. Là on vous donne juste succinctement quelques astuces qui on pense peut vous aider soit à préparer pour plus tard, soit si vous êtes là à voir comment faire. En tout cas, voilà, vous entraînez à cuisiner à partir des matières premières. Ensuite, une autre petite astuce, c'est si vous allez en balade, et là ça va plutôt être le domaine de Eric, vous renseignez sur les plantes sauvages. Ouais, donc déjà vous pouvez vous renseigner, acheter des bouquins sur les plantes sauvages comestibles. Vous pouvez après faire des balades, commencer à les reconnaître, voilà, donc parce qu'il faut du temps pour ça, il faut bien vérifier, il faut vous ramener la plante avec vous, après vous vérifiez avec tous les bouquins que vous avez ou sur internet. Voilà. Il faut bien identifier la plante dans tous ces aspects, donc déjà ça c'est bien de s'entraîner. Vous pouvez le faire aussi, voilà, même si vous êtes en appartement, parce que ça vous servira plus tard. Ou tout de suite, voilà, si vous êtes tout de suite, ça vous permet aussi également de faire des économies et d'avoir une nutrition beaucoup plus riche. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de côtés à ne pas négliger. Et puis apprendre aussi, alors très important par rapport aux plantes sauvages comestibles, c'est de chercher des recettes, parce que bien souvent on les reconnaît, voilà, mais on ne sait pas comment les cuisiner. Alors, il y en a qu'il faut blanchir, il y en a que non, il y en a que c'est rapide, il y en a que c'est en salade, enfin il y a plein de méthodes de les manger, mais il faut aussi, ça vous permet d'avoir aussi un entraînement, que quand vous allez être sur place, au moins vous ne posez plus de questions. Du coup, on va parler un tout petit
petit peu de culture. C'est pas parce qu'on n'est pas encore sur un terrain qu'on ne peut pas commencer à s'entraîner à cultiver des petites cultures, c'est-à-dire même sur un balcon ou en intérieur. Je vois par exemple ma grand-mère, elle fait pousser des petits fraisiers dans des trucs, dans des balconnières, on appelle ça, hein, des trucs dans les balcons. On peut faire aussi des radis, des salades, il y a des légumes aussi qui reviennent sans cesse. Il y a les poireaux qu'on replante, ça repousse, il y a plein de trucs. Donc commencez avec des petites cultures, pour comme ça vous allez vous faire un petit peu la main et vous allez quand même manger de meilleure qualité à la maison. Vous pouvez même faire pousser des tomates en pot, des poivrons en pot. Nous on a un poivron qui a poussé comme il était en intérieur. Bon, le poivron il a 2 ans. Et donc on a eu notre premier poivron il y a 1 mois. Voilà, tous les légumes comme les tomates, poivrons, aubergines qui demandent de la chaleur, ça vous pouvez le faire à l'intérieur si vous avez un endroit où il y a quand même du soleil qui rentre bien dans l'appartement ou dans la maison. Ça, voilà, vous pouvez déjà tester ça. Voilà. Et ensuite, du coup, comme on est sur la culture, là on va vous parler plus des pépins et des noyaux. Ça, on aime bien ça, nous, de base. Parce que ça fait des arbres gratuits. Donc, si vous préparez et que vous ne savez pas, par exemple, si c'est dans 5 ans que vous voulez acheter un terrain, les arbres auront déjà 5 ans plantés avec vous et partir du noyau. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est au niveau surtout des agrumes, parce que les autres, il faut un extérieur pour la micro-pépinière. Je vous mettrai en lien la vidéo à la fin de la vidéo, certainement. Il faut planter les pépins d'agrumes, parce que les agrumes, ça pousse relativement vite, et c'est en intérieur pour qu'ils puissent germer. Juste du terreau, vous plantez les pépins et ça vous fait des petites réserves. Donc du coup vous allez être autonome plus rapidement avec ces petits arbres là à moindre coût du coup. Ouais, les citronniers par exemple ça pousse vraiment très bien, le kumquat, des choses comme ça. Après en intérieur là ça produit même en intérieur. Donc, et par contre je voulais revenir aussi sur les plantes sauvages. Un truc que vous pouvez faire quand vous allez vous balader, c'est d'avoir, nous on a trouvé des petites, on va dire des petites genres de boîtes à outils là compartimentées pour récupérer des graines sauvages. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre d'en incorporer sur votre terrain s'il n'y en a pas. Ou alors, ça peut vous permettre de faire une genre de microculture, ou je sais pas, mais ça vous permet déjà d'avoir des graines gratuitement sur le bord de la route. Voilà, ou alors même si vous avez déjà un terrain, pareil, donc quand vous baladez, emmenez toujours des sacs ou des choses comme ça, ou des petits pochons en papier. Et voilà, parce que même vous pouvez, voilà, si la plante elle est suffisamment nombreuse, vous pouvez en prendre une carrément avec ses racines, un peu de terre, voilà, et vous pouvez essayer de l'acclimater chez vous. Exactement. Ou les graines, voilà, mais il y a plein de méthodes. On peut toujours amortir une balade en fait. Voilà, on peut toujours amortir une balade, parce qu'il y a aussi le glanage. Donc ça aussi, c'est pas parce que vous êtes en appartement, que vous n'avez pas de terrain, que vous ne pouvez pas glaner. Glaner, ça signifie trouver un arbre où il y a des fruits, qui est à personne en bord de route, et vous pouvez vous servir. Et nous on en a fait pas mal et c'est pas mal quand même quand on en récupère. Et donc par rapport à ça, un petit conseil, si vous avez des zones de glanage en attendant, quand vous allez vous balader, allez vous balader vers ces zones et mettez-les sur une carte IGN. Voilà, ouais, sur une carte, voilà. Et comme ça vous notez l'endroit où vous avez trouvé. Vous notez à peu près la période de récolte et comme ça vous vous faites au fil du temps un fichier en fait de cueillette gratuite. Voilà. Et donc ça c'est super intéressant aussi parce que la nature elle est capricieuse, même si vous mettez des fruitiers chez vous, tout ça, il y a des années, voilà, vous n'aurez pas tel genre de fruits, pour X raisons, parce que dans votre zone, voilà, il a fait froid, pas tellement la saison de ça, voilà. Il n'a pas assez plu, et du coup, si vous avez des plants dans la nature, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, se former à la technique. Alors par technique, j'entends pas encore le photovoltaïque ni la filtration, mais plus de comment marchent les choses. C'est-à-dire, si vous avez déjà un appareil en panne, essayez de l'ouvrir et d'essayer de le redémarrer, chercher des tutos sur internet sur voir comment ça fonctionne et pourquoi ça marche pas. Essayez de vous former, vous n'avez jamais tenu une scie sauteuse, essayez de tenir une scie sauteuse, essayez de fabriquer les choses par vous-même. La technique aussi dans ça, comment fonctionne, pourquoi ça marche, ça c'est primordial parce qu'une fois que vous avez ça, votre cerveau il est apte à trouver une solution dans n'importe quelle, on va dire, circonstance. C'est primordial la technique. Tout à fait, non, mais de toute façon, on peut toujours apprendre, voilà, n'importe qui, même il y a des gens les plus hermétiques, voilà, aujourd'hui il y a des tutos pour tout, pour comment on utilise un outil, donc voilà, donc ça c'est gratuit, donc c'est du savoir gratuit, donc il faut pas hésiter à se former, parce que en autonomie, plus en fait vous allez savoir faire de choses, et plus vous serez autonome, quoi. Et dans cette autonomie-là, quand on sait faire pas mal de choses,
c'est des sous qu'on ne dépense pas ailleurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire même pour votre voiture, essayez de voir comment elle fonctionne, évitez d'avoir une voiture trop électronique parce que là il faut aller dans les garages spécialisés. Alors je sais que maintenant avec les normes c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des voitures un peu plus anciennes, mais voilà, essayez de comprendre comment tout fonctionne et de savoir comment entretenir le matériel, parce que c'est également important de savoir entretenir son matériel, parce que sinon, si on casse toutes les 10 secondes un truc, ça sert à rien d'aller dans une vie plus autonome, étant donné que vous ne savez pas réparer et que... Ça fait vraiment partie de l'autonomie et de l'écologie, et de savoir déjà utiliser le matériel, parce que bien souvent les gens ne lisent pas les notices, du coup ils l'utilisent mal et ils finissent par le casser ou le faire tomber en panne. Donc déjà, savoir utiliser un matériel, ça c'est super écologique, et savoir le réparer c'est encore plus écologique, parce que ça veut dire que vous n'allez pas en racheter un derrière. Exactement. Et donc là, on arrive au dernier point qui pour nous, c'est pas, pour l'autonomie, c'est pas le plus compliqué à en mettre en œuvre, c'est plus tout ce qu'on vous a dit avant qui prend plus de temps. C'est se renseigner sur les systèmes de filtration pour l'eau si vous voulez être autonome en eau, et sur le photovoltaïque en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est pourquoi on l'a mis en dernier au niveau des conseils, c'est que ça, une fois que c'est monté dans la journée, vous êtes tranquille. Donc, enfin, il y a pas... C'est pas le plus compliqué. Maintenant, on trouve toutes les infos sur Internet. Voilà, il suffit juste, en fait, il suffit juste de chercher, d'être persévérant dans votre recherche. Et d'être conscient de ce qu'on consomme. Et d'être conscient de ce qu'on consomme. Par exemple, on en revient aussi à définir son confort de vie, donc au premier conseil, et vivre comme tel. Par exemple, si vous ne voulez pas mettre beaucoup d'eau, à vous, essayez de gérer déjà le peu d'eau que vous êtes fixé déjà à la base dans votre maison, sachant que sur un terrain autonome, si vous cultivez, il faut prendre en compte aussi les besoins en eau du potager. Donc, à moins que de faire un système à part, c'est aussi possible. Voilà, vous pouvez aussi, par rapport à l'eau, vous pouvez faire quelque chose de simple pour savoir à peu près ce que vous consommez. Bon, en gros, ce qui consomme le plus, c'est la douche et les WC. Donc, quand on a des WC à eau. Bon, normalement, en autonomie, on se passe des WC à eau, on va plutôt vers les toilettes sèches, parce qu'il faut savoir que les toilettes à eau, ça peut être jusqu'à 50% d'une facture d'eau. Et que les toilettes sèches, on récupère de la terre au bout des 2 ans. Voilà, en plus, on récupère l'humus. Voilà. Et autrement, voilà, pour savoir à peu près ce que vous consommez, ça va être surtout sur la douche. Et par exemple, vous avez une méthode simple, c'est que vous ouvrez votre robinet de douche et vous faites couler dans une bassine ou dans un seau, par exemple, dont vous connaissez le volume. Alors si vous ne le connaissez pas, vous prenez une bouteille d'eau d'1 litre, vous remplissez, et voilà, si par exemple vous avez mis 10 bouteilles, vous avez 10 litres dans votre bassine. Donc vous allez ouvrir le robinet, vous chronométrez, et vous allez voir à peu près en 1 minute combien vous tirez d'eau. Et après, la prochaine fois que vous prenez votre douche, chronométrez le temps que vous mettez et vous saurez donc à peu près combien vous avez mis d'eau. À peu près combien vous consommez d'eau par douche. Parce qu'une douche, il y a les compteurs. Une douche, ça non, mais sinon, il y a les compteurs. Oui, il y a les compteurs. Sur le compteur, vous regardez votre consommation au niveau du compteur, ça vous permet de voir, c'est plus facile. Oui, voilà. aussi. Malgré qu'il y a... Non, mais l'avantage du compteur... Des fois, les compteurs, ils ne sont pas forcément accessibles pour tous. Oui, mais si on y va une fois dans le mois pour voir, au moins on peut savoir. Et l'avantage d'être en appart ou quoi et d'être sans toilette sèche, c'est que du coup la consommation va être beaucoup plus élevée. Donc du coup, si vous partez sur une consommation aussi avec des toilettes, vous êtes sûr de ne pas vous planter sur votre cuve que vous allez mettre. Après, il faut toujours apprendre à se doucher avec moins et à consommer moins, parce qu'aussi le photovoltaïque, là on parlait de l'eau, mais le photovoltaïque, par exemple la nuit, si on ne veut pas avoir un parc batterie énorme, il faut apprendre à connaître ses besoins et à gérer ses besoins. C'est-à-dire que c'est pas le soir qu'on va faire marcher un four, c'est assez clair, net et précis. Sinon, si vous voulez faire marcher le four, il faut à gaz. Ou après, vous pouvez faire un digesteur de biogaz, il y a plein de trucs à mettre en œuvre. Si on a aussi, du coup, pour terminer, un dernier conseil, commencez petit. Pourquoi commencer petit ? C'est parce que si vous avez tout d'un coup, vous allez être submergé. Si vous allez être submergé, vous allez être énervé. Si vous allez être énervé, vous allez frapper Eric. Et vice versa. Voilà, mais voilà, commencer. Mais c'est pour ça que c'est bien de se préparer avant, donc de se renseigner avant, et puis parce qu'en fait, par exemple, dans le domaine de la technique, quand on ne connaît pas, on trouve tellement d'infos, par exemple, sur Internet, que vous allez trouver tout et son contraire. Et du coup, vous n'allez jamais pouvoir vous fixer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc en fait, si vous avez du temps, vous allez pouvoir faire la part des choses et voir en fait ce qui va vous convenir et ce qui va marcher, quoi. Donc voilà, nous c'est nos petits conseils, là je pense qu'on a fait le tour des petits conseils. Non, je pense que c'est pas mal, c'est un premier petit aperçu. Ouais. Voilà, et une préparation. D'approfondir par thème en fait. Oui, parce qu'on va les thèmes qu'on vous a dit là, on va aussi les approfondir. Il y en a déjà, par exemple le photovoltaïque, on l'a approfondi. Sur l'eau, on n'est pas autonome en nous, on s'est raccordé nous au village parce que c'est quelque chose
d'à peu près solidaire. Donc on s'est raccordé au village. Mais voilà, on a fait des mares aussi, parce que c'est important d'avoir une biodiversité aussi sur le terrain. Et quand vous allez avoir un terrain, c'est important de reconnaître aussi les plantes bio-indicatrices pour vous indiquer ça ou ça ou ça. Mais on vous fera une autre vidéo sur le terrain selon vos besoins. Voilà. Donc, sur ce, je vais continuer d'aller fouetter Eric pour qu'il fasse quelque chose. A bientôt sur la cabane autonome. Ciao!